Chapitre 107. Au milieu de ces premiers travaux, auxquels nous nous livrions avec toute l'ardeur de la jeunesse, une terrible nouvelle pour l'art se répandait dans Paris. Talma était atteint d'une maladie mortelle. Il venait d'atteindre à l'apogée de son talent peut-être dans sa dernière création, la démence de Charles VI. On se rappelle cette visite que nous lui fîmes, Adolphe et moi, et comment, se trouvant mieux et espérant rentrer au théâtre par Tibère, il nous montra ses joues pendantes qui devaient si bien lui servir à imiter le masque du vieil empereur. Mais Talma était frappé mortellement. Charles VI devait être sa dernière apparition plus splendide qu'aucune des créations de sa jeunesse ou de son âge mûr. Et c'était Michelot qui devait jouer Tibère. Nous fûmes pas les seuls au reste à conserver un souvenir du même genre. Vers la fin de sa vie, Talma fit un court séjour à Enghien, pendant lequel Firmin l'alla voir. Firmin était sur le point de jouer le Tasse qui avait été distribué à Talma, mais auquel Talma avait dû renoncer. Talma aimait assez Firmin, sa chaleur le ravissait, et souvent il lui avait donné des conseils. « Eh bien, mon cher ami, lui dit-il, vous allez donc jouer le Tasse ?»« À mon grand regret, dit Firmin, j'aurais mieux aimé vous le voir jouer à vous. C'eût été une étude que j'eusse faite, tandis que c'est peut-être une leçon que je vais recevoir. » « L'ouvrage est médiocre, dit Talma. Cependant, il y a une belle scène au 5e acte. C'est celle où, dans l'espoir de rendre la raison au pauvre fou, on lui parle des honneurs qu'on lui prépare et de la couronne qui l'attend. Vous savez, Firmin, à ce mot « couronne », il semble se ranimer. « Une couronne à moi, dit-il, Alphonse ne me refusera donc plus sa sœur. Où est-elle, cette couronne? Où est-elle » Alors on la lui présente, il la regarde, puis douloureusement, elle n'est pas d'or, elle n'est que de laurier, le frère n'y consentira pas. Tenez, voyez-vous, Firmin, dit Talma, voici comment j'aurais joué cela, moi. Et sur son lit, se soulevant à moitié, il joua la scène avec un accent si vrai, une attitude si douloureuse, un abattement si complet, si plein de désespoir et de folie, que Firmin, rien que par ce qu'il avait vu, fut près de renoncer au rôle. Vers le commencement d'octobre, ce mieux qui avait donné quelque espoir disparut, et la maladie fit de tels progrès que Talma lui-même exprima le désir de voir les personnes qu'il aimait et que leur carrière tenait éloignées de lui. Au nombre de ces personnes était son neveu Amédée Talma, médecin dentiste à Bruxelles. Il arriva le 9 octobre et à partir de ce moment ne le quitta plus. Après qu'on eut préparé le malade à cette visite, Amédée Talma entra dans la chambre et s'approcha du lit de son oncle. Talma lui tendit la main, l'attira à lui et l'embrassa. Il faisait sombre, mais à la moiteur qui resta sur sa joue, le jeune homme s'aperçut que son oncle pleurait. Cependant le malade se remit, et au bout d'un instant, « Tu ne resteras pas plus de 2 ou 3 jours ici, lui dit-il, tes affaires souffriraient d'une plus longue absence. Je t'ai fait venir parce que tu connais ma maladie depuis longtemps, et que nos docteurs désirent avoir de toi des renseignements sur l'époque antérieure à celle où ils ont été appelés. » En effet, une nouvelle consultation eut lieu le 12, à laquelle assista le jeune docteur. Sur 11 médecins qui la composaient, 2 ou 3 seulement conservaient quelque espoir. Cependant, les nouveaux moyens proposés calmèrent les vomissements qui d'ailleurs cessèrent tout à fait dans les derniers jours. Lorsque les médecins se rapprochèrent du lit, eh bien, leur demanda Talma, « Est-ce fini? Je ferai tout ce que vous voudrez, monsieur. Au reste, je doute que vous puissiez me tirer de là, et j'en ai pris mon parti. Mais ce qui me chagrine surtout, ce que je vous recommande, ce sont mes yeux. Je crains de perdre la vue. » Un second neveu de Talma, nommé Charles Janin, arriva de Bruxelles le 16. Il fallut de grandes précautions pour prévenir Talma de cette visite. Rien ne lui échappait de ce qui se passait autour de lui. Messieurs Dupuytren, Biette et Beugin étaient près de la cheminée et parlaient bas. Talma saisit quelques mots de leur conversation. « Que dites-vous là ?» demanda-t-il. Alors, sans répondre, M. Dupuytren s'approcha d'Amédée Talma. « Je demandais à ces messieurs, dit-il au jeune homme, si Talma était prévenu des visites de l'archevêque. »
En effet, l'archevêque venait presque tous les jours, mais on n'avait pas voulu le laisser pénétrer près du malade. « De l'archevêque » répéta Talma. « Que dites-vous de l'archevêque » Amédée s'empressa de répondre. « Monsieur Dupuytren disait à ces messieurs, mon oncle, que chaque jour l'archevêque de Paris lui demandait de vos nouvelles. »« Ah, ce bon archevêque, dit Talma. Je suis bien touché de son souvenir. Je l'ai connu autrefois chez la princesse de Wagram. C'était un bien digne homme. »« Oui, dit Amédée, insistant, oui, il est venu presque tous les jours. »« Ici, fit Talma. »« Oui, ici, moi-même, je lui ai parlé 2 fois. Je lui ai même promis que dès que tu irais mieux, tu le recevrais. »« Oh non, non, dit vivement Talma, seulement, dès que j'irai mieux, il aura ma première visite. Je me rappelle que dans le temps, il a eu la bonté de m'envoyer un ecclésiastique pour me dire qu'il n'était pour rien dans l'affront fait à mes enfants lors de la distribution des prix et que tout le blâme devait retomber sur le maître de pension. Voici en effet ce qui était arrivé, et cet événement avait fait une profonde blessure au cœur de Talma qui adorait ses 2 enfants. Le jour de la distribution des prix, l'archevêque de Paris s'était rendu à l'institution Morin pour assister à cette solennité. Or, il arriva qu'on n'osa point, le prêtre couronnant les jeunes élèves, lui donner à couronner les 2 fils du grand artiste. Les noms des 2 enfants furent donc omis, et ce ne fut qu'après le départ de M. de Quélan qu'on leur remit en secret les prix qu'ils avaient mérités. Talma fit à l'instant même abjurer ses 2 enfants qui, à partir de ce moment, appartinrent à la religion réformée. Les médecins se retirèrent. En sortant, M. Dupuytren dit à Amédée « Je vais au château. Si je rencontre l'archevêque, que lui dirai-je » ?»« Mais, monsieur, dit le jeune homme, vous n'avez rien de mieux à faire, ce me semble, que de lui raconter ce qui vient de se passer devant vous et la réponse que mon oncle a faite à mes instances. Si plus tard mon oncle le demandait, j'aurais l'honneur de l'en instruire à l'instant. » Mais au lieu de suivre ces instructions, M. Dupuytren, qui ne rencontra pas l'archevêque, prit sur lui d'écrire à sa grandeur qu'elle pouvait se présenter chez Talma et que Talma la recevrait. M. de Quélan s'empressa de se rendre à l'invitation qu'il était loin de croire lui-même faite par M. Dupuytren seulement, mais comme de coutume il fut reçu par Amédée et Talma. Le 18 octobre, M. Charles Janin fut obligé de quitter son oncle pour retourner à Bruxelles, où son engagement l'appelait le 20. Le lendemain, 19 octobre, à 6 heures du matin, retrouvant Amédée Talma au chevet de son lit, « Eh bien, mon ami, dit-il, tu ne pars donc pas ?»« Il n'y avait qu'une place à la diligence, mon oncle, et j'ai dû la céder à Charles, qui était appelé impérieusement à Bruxelles. »« Et quand partiras-tu ?»« Demain matin. »« À quelle heure ?»« À 6 heures, si je trouve de la place. » Talma remua doucement la tête. « Tu te trompes, dit-il. Vous n'avez pas pu me sauver, et si tu veux rester avec moi jusqu'à la fin... Si j'eusse été un paysan de Brunois, on m'eût guéri, mais on a tâtonné. Au reste, ma mort servira à faire connaître ce qu'il faudra faire pour un autre. Voilà donc la médecine. Il faudra aller chercher messieurs Nicot et Jacquet. » C'étaient ses notaires. On appela le jardinier pour qu'il fît cette commission. Talma le reconnut. « Ah, c'est toi, Louette, dit-il. » Puis, se retournant vers son neveu, « Je n'ai point compté avec lui depuis 2 mois, dit-il. Tu diras cela à madame, c'est essentiel. Mais à propos, où est Caroline ? » Elle dort, c'est-à-dire qu'elle pleure. Madame Talma avait entendu, elle s'approcha du lit. « Quelle heure est-il » continua Talma sans la voir. « 6 heures, mon oncle. Il est toujours 6 heures avec toi. » Il essaya de faire sonner sa montre. « Je n'entends plus ma montre, dit-il. Veux-tu une pendule ? Oui, va me chercher celle qui est dans ma chambre à coucher. » Son neveu sortit et démasqua madame Talma. « Ah, te voilà, Caroline, dit-il. Il faut monter toutes tes affaires là-haut, entends-tu ? » Son neveu apporta la pendule et la mit sur la table de nuit. « Je suis bien laid, n'est-ce pas, mon pauvre Amédée, dit Talma. Ma barbe est d'une longueur. On te la fera aujourd'hui. Donne-moi un miroir. » Il la prit et se regarda.
Je t'assure, Amédée, dit-il, que je perds la vue. Mais, par grâce, faites donc quelque chose à mes yeux. Oh, je les perdrai. Je n'y vois plus ce matin. » Les notaires arrivèrent, ainsi que M. d'Avilliers. Mais il voulut en vain s'entretenir d'affaires. Cela lui fut impossible. Il parlait à voix basse, croyant parler très haut, et encore sa langue s'épaississait-elle de plus en plus. On annonça messieurs Arnaud et de Jouy. Talma fit signe de les introduire. Monsieur Arnaud embrassa Talma, qu'il aimait tendrement, et en l'embrassant laissa échapper ce mot « Adieu ». « Tu pars donc ?» lui demanda Talma. Oui, reprit vivement Amédée, ces messieurs vont à Bruxelles. » Ces messieurs l'embrassèrent, et tout près d'éclater en sanglots, se hâtaient de se retirer. Quand Talma, les voyant s'éloigner, leur dit « Oui, allez vite, cela me donne l'espoir de vous revoir encore, car plus tôt vous serez partis, plus tôt vous serez revenus. » Messieurs de Jouy et Arnaud sortirent. On fit entrer les deux enfants. Talma leur tendit sa main qu'ils baisèrent. Un instant après, il prononça ces trois mots « Voltaire, comme Voltaire ». Puis, presque aussitôt, il murmura « Le plus cruel de tout cela, c'est de n'y plus rien voir ». Dans un autre moment, un meuble fit entendre un craquement assez fort. Talma tourna la tête du côté d'où partait le bruit. Une dame qui venait d'arriver profita de ce mouvement pour lui dire « Talma, c'est moi, c'est mademoiselle Menoc ». Le moribond fit un petit signe des yeux et lui serra la main. 11h30 sonnèrent. Talma prit son mouchoir avec les deux mains, le porta d'abord lentement à sa bouche qu'il essuya, puis ensuite derrière sa tête, le tenant toujours avec ses deux mains. Au bout de quelques secondes, les deux mains se détendirent et retombèrent de chaque côté de son corps. Son neveu prit alors celle qui était au bord du lit et sentit que cette main serrait encore légèrement la sienne. Enfin, à 11h35, sans convulsion, sans contraction des muscles de la face, un soupir s'échappa de sa bouche. C'était le dernier. Lorsque Garrick mourut, 4 pairs d'Angleterre tinrent à l'honneur de porter les 4 coins du drap mortuaire et d'accompagner le Roscus anglais jusqu'au milieu des tombes royales où il repose. 100 000 personnes accompagnèrent le cercueil de Talma, mais pas une des hautes autorités de l'État n'assista à ses funérailles. Lassagne m'avait dit de chercher un sujet de vaudeville. J'avais cherché ce sujet et je croyais l'avoir trouvé. C'était dans Les 1001 nuits, un épisode des voyages de Sindbad le marin, je crois. Je dis « je crois » car je n'en suis pas bien sûr, et la chose ne vaut véritablement pas la peine que je me dérange dans mon bureau pour m'en assurer. Sindbad, l'infatigable voyageur, arrive dans un pays où l'on enterre les femmes avec les maris et les maris avec les femmes. Il épouse imprudemment, sa femme meurt et il manque d'être enterré avec elle. Peu importe. En somme, l'épisode m'avait fourni une espèce de plan que j'apportais à Lassagne. Lassagne le lut et devenu plus bienveillant encore, s'il était possible, qu'il ne l'avait été d'abord, à la vue des efforts que je faisais pour arriver. Il avait, sauf quelques corrections qu'il se chargeait d'y faire, trouvé le plan suffisant. En vertu de quoi il l'avait communiqué à un garçon d'esprit, son ami, qui devint le mien plus tard, et que l'on appelait Vulpian. Encore un nom à marquer d'une croix dans mes souvenirs. Vulpian est mort. Nous nous réunîmes 2 ou 3 fois, nous nous partageâmes la besogne. Cette fois, j'avais affaire à des collaborateurs plus soigneux de tenir leur parole que ne l'était le pauvre Rousseau. Au premier rendez-vous, chacun arriva avec sa part faite. On souda les 3 tronçons, et le serpent parut avoir une espèce d'existence. Lassagne se chargea de repolir l'œuvre, ce fut l'affaire de 3 ou 4 jours. Après quoi, les 3 auteurs, l'ayant trouvée parfaite, résolurent qu'elle serait lue sous le titre de « La noce et l'enterrement » au vaudeville, où Lassagne et Vulpian connaissaient des augiers. Malheureusement, Desaugiers, déjà malade de la maladie dont il devait mourir, subissait chez lui une seconde ou 3e taille et ne pouvait assister à la lecture. Il résulta de cette absence pour la noce et l'enterrement un refus presque aussi éclatant au vaudeville que l'avait été au gymnase celui de la chasse et l'amour.
Décidément, les titres à 2 compartiments ne me portaient pas bonheur. Je restais atterré. Mais ce fut bien pire, le lendemain de la lecture, quand je vis apparaître Lassagne avec un visage funèbre. C'était si peu son habitude que je me levai véritablement inquiet. « Qu'y a-t-il donc » lui demandai-je. « Il y a, mon pauvre ami, que je ne sais comment, quoiqu'on ne vous ait pas nommé hier à la lecture, le bruit s'est répandu que je faisais une pièce avec vous, de sorte qu'Oudard m'a fait appeler tout à l'heure. » Eh bien, il prétend que c'est moi qui vous donne le goût de la littérature. Il prétend que ce goût perdra votre avenir, et il m'a fait donner ma parole d'honneur, non seulement que je ne ferai pas d'autres pièces avec vous, mais encore que je laisserai là celle qui était faite. « Et vous l'avez donnée, demandai-je. »« J'ai dû le faire pour vous, Dumas. Vous n'avez plus de général foi pour vous soutenir ici. Je ne sais qui vous dessert auprès de monsieur de Broval, mais enfin on vous voit d'un très mauvais œil faire de la littérature. » Jamais, je crois, mon cœur ne se serra plus douloureusement. Les 200 ou 300 francs qu'avait produit La Chasse et l'amour avaient apporté un si sensible allègement à notre position que désormais c'était non plus dans un avancement de 20 ou 25 francs par mois que j'avais mis mes espérances, mais dans un travail littéraire qui quadrupla ses appointements. D'ailleurs, une portion de ce que devait rapporter la noce et l'enterrement était hypothéquée au profit de Porcher qui m'avait prêté 300 francs. Ce que venait de me dire Lassagne renversait à peu près tous mes châteaux en Espagne. Il me semblait que, puisque ce travail dramatique se faisait en dehors du bureau, il y avait de l'inhumanité à me l'interdire et à exiger que nous vécussions, ma mère, mon fils et moi, avec 125 francs par mois. L'impression fut si poignante qu'elle me donna le courage d'aller droit à Oudard. J'entrai dans son cabinet, les larmes dans les yeux, mais la voix calme. « Est-il vrai, monsieur, lui demandai-je, que vous avez défendu à Lassagne de venir travailler avec moi ?»« Oui, me répondit-il. Pourquoi me demandez-vous cela ? » ?»« Parce que je ne pouvais croire que vous eussiez eu ce courage. »« Comment que j'eusse eu ce courage ? » ?»« Sans doute. Je trouve qu'il faut du courage, moi, pour condamner 3 personnes à vivre avec 125 francs par mois. »« Il me semble que vous êtes bien heureux avec ces 125 francs par mois que vous méprisez. » »« Je ne les méprise pas, monsieur. Je suis très reconnaissant au contraire à celui qui me les donne. Seulement je dis qu'ils sont insuffisants et que je croyais avoir le droit d'y ajouter quelque chose du moment où mon travail extérieur ne prenait pas sur mon travail de bureau. Il ne prend pas aujourd'hui sur votre travail de bureau, mais il y prendra demain. Demain, alors, il sera temps de vous en inquiéter. »« Oh, au reste, cela ne me regarde pas, dit M. Oudard. Je vous transmets purement et simplement les observations du directeur général. »« De M. de Broval ?»« De M. de Broval, oui. Je croyais que M. de Broval avait des prétentions à protéger la littérature. » »« La littérature peut-être, mais appelez-vous de la littérature La Chasse et l'amour et La Noce et l'enterrement ? » ?»« Non, monsieur, bien certainement. » Aussi mon nom n'a pas été mis sur l'affiche de l'ambigu, où a été joué La Chasse et l'amour, et ne sera pas mis sur l'affiche du théâtre, quel qu'il soit, qui jouera La Noce et l'enterrement. Mais si vous ne jugez pas ces ouvrages dignes de vous, pourquoi les faites-vous ? D'abord, monsieur, parce que dans ce moment-ci, je ne me crois pas assez fort pour en faire d'autres, et que, tels qu'ils sont, ils apportent un soulagement à notre misère. Oui, monsieur, à notre misère, je ne recule pas devant le mot. Un jour, vous avez su, je ne sais comment, que j'avais passé plusieurs nuits à faire des copies de pièces de théâtre moyennant 4 francs par acte, que c'était même dans ces conditions que j'avais copié la comédie de l'Indiscret de M. Théolon. Eh bien, vous m'avez fait ce matin des compliments sur mon courage. C'est vrai. Comment suis-je donc plus coupable, je vous le demande, en faisant des pièces pour moi, que je ne le suis en copiant les pièces des autres ? Vous savez bien qu'Adolphe, lui aussi, fait des pièces, n'est-ce pas ? Quel Adolphe ? Adolphe de Leuven. Eh bien, je vous ai entendu appuyer l'autre jour auprès de M. de Broval la demande qu'Adolphe a faite au duc d'Orléans pour entrer dans ses bureaux. Monsieur Adolphe de Leuven m'est vivement recommandé. Et moi, monsieur, ne vous ai-je pas été recommandé vivement aussi ?
Il est vrai que de Leuven vous a été vivement recommandé par Benjamin Constant, le général Gérard et madame de Valence, tandis que moi, je ne vous ai été recommandé que par le général Foy. Ce qui veut dire que les protecteurs d'Adolphe de Leuven sont vivants et que mon protecteur à moi est mort. Monsieur Dumas, oh, ne vous fâchez pas, je croirais que j'ai touché juste. Vous voulez absolument faire de la littérature ? Oui, monsieur, et par vocation et par nécessité, je le veux. Eh bien, faites de la littérature comme Casimir de la Vigne, et au lieu de vous blâmer, nous vous encouragerons. Monsieur répondit, je n'ai point l'âge de monsieur Casimir de la Vigne, poète lauréat de 1811. Je n'ai pas reçu l'éducation de monsieur Casimir de la Vigne, qui a été élevé dans un des meilleurs collèges de Paris. Non, j'ai 22 ans. Mon éducation, je la fais tous les jours, aux dépens de ma santé peut-être, car tout ce que j'apprends, et j'apprends beaucoup de choses, je vous jure, je l'apprends aux heures où les autres s'amusent ou dorment. Je ne puis donc faire dans ce moment-là ce que fait monsieur Casimir de la Vigne. Mais enfin, monsieur Houdard, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dût ce que je vais vous dire vous paraître bien étrange. Si je croyais ne pas faire dans l'avenir autre chose que ce que fait monsieur Casimir de la Vigne, eh bien, monsieur, j'irais au-devant de vos désirs et de ceux de monsieur de Broval, et à l'instant même je vous offrirais la promesse sacrée, le serment solennel de ne plus faire de littérature. Houdard me regarda avec des yeux atones. Mon orgueil venait de le foudroyer. Je le saluai et je sortis. 5 minutes après, il descendait chez monsieur de Violaine pour lui raconter à quel acte de démence je venais de me livrer. Monsieur de Violaine lui demanda si c'était bien devant lui, et si c'était bien à lui que j'avais dit une pareille énormité. « C'est devant moi, c'est à moi, dit monsieur Houdard. Je préviendrai sa mère, dit monsieur de Violaine, et s'il continue à être possédé de cette fièvre, envoyez-le-moi. Je le prendrai dans mes bureaux, et je veillerai à ce qu'il ne devienne pas tout à fait fou. En effet, le soir même, ma mère fut prévenue. En revenant du portefeuille, je la trouvai tout en larmes. Monsieur de Violaine l'avait envoyé chercher, et l'avait averti de ce qui s'était passé le matin entre Houdard et moi. Le lendemain, le blasphème dont je m'étais rendu coupable la veille courait dans les bureaux. Les 63 employés de son Altesse royale ne s'abordaient qu'en se disant « Savez-vous ce que Dumas a dit hier à monsieur Houdard ?» L'employé auquel la demande était adressée répondait par oui ou par non, et l'histoire, s'il répondait non, était racontée avec des corrections, des embellissements, des augmentations qui faisaient le plus grand honneur à l'imagination de mes collègues. Pendant toute une journée, et même pendant les jours suivants, un rire homérique fut entendu dans les corridors de la maison de la rue Saint-Honoré, numéro 216. Un seul employé de la comptabilité, entré de la veille et que personne ne connaissait encore, resta sérieux. « Eh bien, lui dirent les autres, vous ne riez pas ?»« Non. »« Et pourquoi ne riez-vous pas ?»« Parce que je ne trouve pas qu'il y ait de quoi rire. »« Comment ? Il n'y a pas de quoi rire d'entendre Dumas dire qu'il fera mieux que Casimir de la Vigne ?»« D'abord, il n'a pas dit qu'il ferait mieux, il a dit qu'il ferait autre chose. »« C'est tout comme. »« Non, c'est bien différent. »« Mais connaissez-vous Dumas ? » Oui, et c'est parce que je le connais que je vous réponds qu'il fera quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je vous réponds que ce quelque chose étonnera tout le monde, excepté moi. Cet employé qui venait d'entrer depuis la veille à la comptabilité, c'était mon ancien maître d'allemand et d'italien, Amédée de la Ponce. Il y avait donc sur 72 personnes, chefs et employés, composant l'administration de son Altesse royale, 2 personnes qui ne désespéraient pas de moi, c'étaient Lassagne et lui. À partir de ce moment commença la guerre dont m'avait prévenu Lassagne à mon entrée dans les bureaux. Mais peu m'importait. Cette guerre, quelle qu'elle fût, et si loin qu'elle fût poussée, j'étais décidé à la soutenir. 8 jours après, j'eus une consolation. Vulpian vint nous annoncer, à Lassagne et à moi, que notre pièce avait été reçue au théâtre de la Porte Saint-Martin pour les débuts de serre.
comme on voit, je me rapprochais du théâtre français tout doucement, mais je n'avais pas appris l'italien pour ignorer le proverbe qui va piano va sano. Les droits d'auteur aussi étaient augmentés. Un vaudeville au théâtre de la Porte Saint-Martin était payé 18 francs et emportait pour 12 francs de billets. C'était donc 8 francs par soirée au lieu de 6 qui allaient me revenir, juste le double cette fois de ce que me rapportait le bureau. La noce et l'enterrement fut jouée le 21 novembre 1826. Je vis jouer mon œuvre de l'orchestre où j'étais avec ma mère. Comme on ne devait pas me nommer et comme j'étais parfaitement inconnu, je ne trouvais aucun inconvénient à me donner la satisfaction d'assister au spectacle. La pièce réussit parfaitement, mais de peur que mon succès ne m'enivrât, de même qu'au triomphe des empereurs romains un esclave criait « César, souviens-toi que tu dois mourir », de même, la Providence avait mis à ma gauche un voisin qui, la toile tombée, se leva en disant « Allons, allons, ce n'est pas encore celle-là qui soutiendra le théâtre. » Il avait raison, mon voisin, et s'y connaissait d'autant mieux que c'était un confrère. La pièce fut jouée une quarantaine de fois, et comme Porcher me laissait généreusement la moitié de mes droits, ne touchant que l'autre moitié pour rentrer dans ses avances, les 4 francs de billets que je recevais par soirée nous aidèrent à passer l'hiver de 1826 à 1827.